Ce cours constitue la synthèse de l'ensemble du chapitre d'introduction au cursus expert cybersécurité et DevSecOps. Il s'agit ici de consolider tous les concepts abordés, de les relier entre eux de manière cohérente et d'ouvrir la voie vers les chapitres techniques qui suivront. Lis attentivement, chaque notion rappelée ici sera potentiellement évaluée dans le QCM à venir. Depuis le début de ce chapitre d'introduction, tu as parcouru un ensemble de notions fondamentales qui forment le socle de la cybersécurité appliquée au développement logiciel. Ces notions ne sont pas indépendantes les unes des autres. Elles se nourrissent mutuellement et construisent une vision cohérente du métier de spécialiste en cybersécurité et DevSecOps. Ce que tu as appris, les grandes familles de connaissances. Première famille, la triade confidentialité, intégrité, disponibilité. Cette triade, souvent appelée le triangle de sécurité, est le fondement de toute analyse de risque. La confidentialité signifie que seules les personnes autorisées peuvent accéder à une information. L'intégrité signifie que l'information ne peut pas être modifiée de façon non autorisée. La disponibilité signifie que l'information et les systèmes doivent être accessibles quand on en a besoin. Tout incident de sécurité peut être analysé à travers ce prisme. Est-ce une atteinte à la confidentialité, à l'intégrité, à la disponibilité, ou à plusieurs à la fois? Deuxième famille, la philosophie DevSecOps et les 3 shifts. Le DevSecOps est l'intégration de la sécurité dans le cycle de développement logiciel, dès les premières phases et tout au long du processus. Le Shift Left désigne le déplacement des activités de sécurité vers les étapes les plus précoces du développement. Plutôt que de tester la sécurité seulement à la fin, on l'intègre dès la conception et le codage. Le Shift Right désigne, à l'inverse, le maintien d'une vigilance sécurité en production. Surveiller les applications en conditions réelles, collecter des données sur les comportements anormaux, détecter les incidents après déploiement. La boucle de rétroaction, feedback loop, est le mécanisme qui permet aux équipes de réinjecter les enseignements tirés de la production, bugs, vulnérabilités détectées, incidents, dans les phases amont du développement pour améliorer continuellement la sécurité. Troisième famille, le pipeline d'intégration et de déploiement continu. Pipeline CI/CD, sécurisé. Un pipeline CI/CD est une chaîne automatisée qui prend le code source d'un développeur et l'emmène jusqu'en production en passant par des étapes de compilation, de test, d'analyse et de déploiement. Dans un pipeline DevSecOps, des étapes de sécurité sont intégrées à chaque phase. L'analyse statique du code source, Static Application Security Testing, permet de détecter les vulnérabilités directement dans le code, avant même que l'application soit exécutée. Par exemple, elle peut repérer une concaténation de chaînes de caractères non sécurisées dans une requête SQL, signe potentiel d'une injection SQL. L'analyse des dépendances logicielles, Software Composition Analysis, vérifie que les bibliothèques tierces utilisées dans le projet ne contiennent pas de vulnérabilité connue. Par exemple, une bibliothèque de traitement d'image avec une faille non corrigée peut exposer toute l'application. L'analyse dynamique, Dynamic Application Security Testing, consiste à tester l'application pendant qu'elle tourne, en simulant des attaques pour détecter des failles qui n'apparaissent qu'à l'exécution, comme une mauvaise gestion de session ou une configuration incorrecte des entêtes HTTP. La checklist avant commit est un ensemble de vérifications que le développeur effectue avant d'envoyer son code dans le dépôt partagé. Absence de secret en clair, mot de passe, clé API. Absence de code vulnérable évident. Respect des bonnes pratiques de codage sécurisé. Quatrième famille, la lecture et la rédaction de rapports de vulnérabilité. Un rapport de vulnérabilité est un document structuré qui décrit les failles découvertes lors d'un test de sécurité. Il contient généralement les éléments suivants. Un résumé exécutif, destiné aux responsables non techniques, qui synthétise les risques principaux. Une liste détaillée des vulnérabilités, avec pour chacune son identifiant, sa description technique, sa localisation précise dans l'application, son niveau de criticité, critique, élevé, moyen, faible, sa preuve d'exploitation, capture d'écran, requête HTTP, résultat de commande, et les recommandations de correction. Une conclusion avec un plan de remédiation priorisé. La terminologie utilisée dans ces rapports est standardisée. Par exemple, le niveau de criticité est souvent évalué selon un système de score de vulnérabilité commun, Common Vulnerability Scoring System, qui attribue une note de 0 à 10. Une note supérieure à 9 est dite critique. Une faille de type injection SQL sur un formulaire de connexion sans mécanisme de protection serait typiquement classée critique, car elle permet à un attaquant d'accéder à toute la base de données. Cinquième famille, le top 10 des vulnérabilités web selon l'Open Web Application Security Project, OWASP-MASP. Cette liste, mise à jour régulièrement, répertorie les 10 catégories de vulnérabilités les plus fréquentes et les plus dangereuses dans les applications web. Parmi elles, on trouve les injections SQL, commande système, les défaillances d'authentification et de gestion de session, les mauvaises configurations de sécurité, les expositions de données sensibles et les problèmes de contrôle d'accès. Cette liste est une référence incontournable pour tout spécialiste en cybersécurité. Elle structure la pensée lors d'un test d'intrusion et lors de la revue de code. Les liens entre toutes ces notions. Ces 5 familles ne sont pas des silos séparés.
Voici comment elle s'articule dans la pratique professionnelle. Lorsqu'un développeur écrit du code, il applique les principes de shift-left en utilisant des outils d'analyse statique du code et en suivant la checklist avant commit. Il évite les failles du top 10 de l'OWASP, notamment les injections et les problèmes d'authentification. S'il utilise des bibliothèques tierces, l'analyse des dépendances logicielles vérifie leur sécurité automatiquement dans le pipeline. Lorsque l'application est déployée, le shift-right entre en jeu. Des outils surveillent les comportements en production, détectent les anomalies et remontent des alertes. Ces informations alimentent la boucle de rétroaction. Elles sont réinjectées dans les équipes de développement pour corriger les problèmes et améliorer les processus. Lorsqu'un testeur en intrusion, pentester, effectue un test, il suit une méthodologie structurée, reconnaissance, exploitation, documentation et produit un rapport de vulnérabilité. Ce rapport utilise la terminologie standardisée apprise dans ce chapitre et classe les failles en référence au top 10 de l'OAC et selon le score de criticité. Les correctifs recommandés sont ensuite mis en œuvre par les développeurs, et des tests de non-régression vérifient que la correction ne réintroduit pas de nouvelles failles. Tout cela repose sur la triade confidentialité, intégrité, disponibilité. Chaque décision de sécurité vise à préserver l'une ou plusieurs de ces propriétés, ce que ce chapitre introductif ne couvre pas encore. Ce chapitre a posé les bases conceptuelles. Il n'a pas encore abordé les techniques d'attaque concrètes, les outils spécialisés, la configuration des environnements de test, ni les méthodes approfondies de test d'intrusion. Ces points seront traités dans les chapitres suivants. Ouverture vers le prochain chapitre. Le prochain chapitre du cursus plonge dans la reconnaissance et la cartographie des cibles. C'est la première phase de tout test d'intrusion professionnel. Avant d'attaquer quoi que ce soit, un testeur en intrusion doit collecter le maximum d'informations sur sa cible. Quels serveurs sont exposés? Quels ports sont ouverts? Quels services tournent? Quelles technologies sont utilisées? Quelles versions de logiciels sont en place? Cette phase de reconnaissance se divise en deux grandes approches. La reconnaissance passive, collecter des informations sans interagir directement avec la cible. On utilise des sources ouvertes comme les moteurs de recherche, les registres de noms de domaine, les réseaux sociaux, les dépôts de code public. Cette approche est invisible pour la cible. La reconnaissance active, interagir directement avec les systèmes de la cible pour obtenir des informations techniques précises. On utilise des outils comme Nmap, cartographe réseau, pour scanner les ports et identifier les services, ou Wireshark pour analyser le trafic réseau. Ces outils seront présentés en détail dans le prochain chapitre. Il est important de comprendre dès maintenant que la reconnaissance est une phase légale uniquement dans le cadre d'un périmètre autorisé, c'est-à-dire lorsque l'on dispose d'une autorisation écrite, explicite du propriétaire du système testé. Effectuer une reconnaissance sur un système sans autorisation est illégal dans la quasi-totalité des pays. Point clé à retenir pour le SUCM. La triade confidentialité, intégrité, disponibilité est le fondement de l'analyse de risque en sécurité informatique. Le shift left consiste à intégrer la sécurité le plus tôt possible dans le cycle de développement. Le shift right consiste à maintenir une vigilance sécurité après le déploiement en production. La boucle de rétroaction permet de réinjecter les enseignements de la production dans les phases amont. Un pipeline DevSecOps inclut des étapes d'analyse statique du code, d'analyse des dépendances logicielles et d'analyse dynamique. La checklist avant commit est un outil de prévention appliqué par le développeur avant d'envoyer son code. Un rapport de vulnérabilité contient un résumé exécutif, une liste détaillée des failles avec preuves et recommandations, et un plan de remédiation. Le top 10 de l'OASP liste les 10 catégories de vulnérabilité web les plus fréquentes et dangereuses. Le score de vulnérabilité commun note les failles de 0 à 10. Au-dessus de 9, une faille est considérée comme critique. La reconnaissance est la première phase d'un test d'intrusion et peut être passive, sans interaction directe, ou active, avec interaction directe. Tout test d'intrusion doit impérativement être réalisé dans un périmètre autorisé. Ce chapitre d'introduction t'a fourni un cadre de pensée solide. Les chapitres suivants construiront des compétences techniques concrètes sur ces fondations. Chaque nouvelle technique apprise s'inscrira dans ce cadre. Pourquoi fait-on cela? Quels risques cela couvre-t-il? Comment cela s'intègre-t-il dans la chaîne de développement sécurisée? Et comment le documenter correctement dans un rapport professionnel?